Bienvenue dans Capitale 2020, votre rendez-vous hebdomadaire sur BFM Paris. Le premier tour des élections municipales approche. Normalement, c'est ce dimanche. Dans 3 jours, on en reparlera dans un instant. Aujourd'hui, émission spéciale coronavirus, une situation qui, justement, pourrait impacter ce scrutin, mais aussi la vie des Parisiens, des Franciliens au sens large. Nous en parlons avec nos 3 invités du jour dans quelques secondes. Capitale 2020, ça commence maintenant. Et vous en avez l'habitude, vous réagissez tout au long de cette émission avec le hashtag BFM Paris. Nos invités ce soir, Stéphane Rosès, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enseignant à Sciences Po et HEC Paris et président de CAP, Conseil, Analyse et Perspective. À vos côtés, Marcel Bénézé, président au GNI, le groupe national des indépendants de la branche des cafés, bars, hôtellerie et restauration. Bonsoir à vous. Et puis de l'autre côté de la table, bonsoir, professeur Gilles Pialou. Vous êtes chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Tenon dans l'est de Paris, dans le 20e arrondissement de la capitale. Et on ne présente plus Barthélémy Bolo, notre reporter politique ici à BFM Paris, avec qui on va interagir ce soir. Voici le programme justement de l'émission aujourd'hui, donc spécial coronavirus. Avec vous, on va se pencher sur les conséquences politiques du Covid-19 en Ile-de-France, notamment, on le disait, à 3 jours du premier tour des municipales, ce que cela va impliquer pour l'organisation de ce scrutin, s'il est maintenu, le risque éventuel d'une baisse de participation, voire, je le disais, une annulation du vote. Nous ferons ensuite le point sur la situation sanitaire liée au coronavirus ces derniers jours à Paris et en Ile-de-France. L'OMS parle désormais bien d'une pandémie, alors on va essayer de comprendre comment la propagation de cette maladie impacte le quotidien des Franciliens. Et puis nous décrypterons le cas des professionnels du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, dont l'activité est une nouvelle fois très impactée par cette crise sanitaire. Voici donc le programme de cette journée. Vous réagissez toujours avec le hashtag BFM Paris. On commence tout de suite avec les conséquences politiques de ce coronavirus sur les élections municipales. C'est tout de suite dans Paris Focus. Introduction, Barthélémy Bolo, reporter politique. Depuis le milieu de cet après-midi, on n'arrête pas d'en parler à la rédaction, l'hypothèse d'un report des élections municipales dont le premier tour est prévu ce dimanche. Qu'en est-il à l'heure actuelle ? Donc l'hypothèse est envisagée, ce sont nos informations sources concordantes à BFM TV. Pour l'instant, rien n'est décidé à ce stade, rien n'a été acté. Cette idée n'a pas été discutée par exemple ce matin lorsque le Premier ministre a réuni les chefs de différents partis politiques. Ce n'était même pas un sujet pour l'opposition par exemple. Mais depuis cet après-midi, comme tu l'as dit, il y a des réunions, il y a eu des échanges notamment avec Gérard Larcher et l'exécutif. Cette information a surpris énormément de monde car c'est un changement total de ton par rapport à ce que contiendrait l'allocution du président ce soir. Lorsqu'elle a été annoncée, cette allocution, hier dans l'après-midi, tout le monde a fait chauffer ses téléphones, les équipes des candidats également, l'hôtel de ville notamment pour connaître un petit peu la température. Et à ce moment-là, il n'était même pas envisagé le passage à un stade 3. L'idée était de rassurer la population. Aujourd'hui, c'est par cet article de nos confrères du journal du dimanche que la maire a appris cette hypothèse sur la table. Rien n'est décidé, rien n'est acté. On le répète encore une fois selon nos informations. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'idée d'un report des élections n'a jamais été évoquée officieusement lors de toutes les réunions de crise avec la préfecture, avec la mairie de Paris depuis le début de cette épidémie du coronavirus. Cette annulation supposerait énormément de choses, ne serait qu'en termes logistiques. Il y a presque 900 bureaux de vote à Paris, ça fait 7000 personnes qui sont mobilisées. Il y a énormément de choses à décider autour de ce scrutin. Et puis il faudrait passer par la loi pour annuler une élection ou bien par l'article 16 de la Constitution, passer par l'état d'urgence. Aujourd'hui, à ce stade, aucune information n'a vraiment été passée lorsque j'ai fait le point avec l'hôtel de ville entre l'exécutif et la mairie de Paris qui organisait ce matin une conférence de presse pour présenter toutes les mesures sanitaires mises en place pour le scrutin de dimanche. Et à 48 heures du scrutin, ce serait très hasardeux, très curieux, explique l'entourage d'Anne Hidalgo. S'il
n'est pas capable de tenir un bureau de vote, ça veut dire qu'il faut annuler énormément de choses. Ça voudrait dire placer le pays en quarantaine, notamment comment expliquer qu'on ne ferait pas de scrutin, mais qu'on maintiendrait par exemple les métros, les transports en commun ouverts en Ile-de-France. Voilà pour les détails. Merci Barthélémy Bollot, tu restes avec nous. On a encore quelques questions à te poser dans un instant. Stéphane Rosès, justement sur cette question politique des conséquences du coronavirus, sur ces municipales éventuellement, qu'est-il à craindre si dimanche par exemple est décidé d'une manière, elle serait assez difficile, on l'a compris avec Barthélémy, mais si ça devait être reporté, ces municipales, qu'est-ce que ça pourrait donner? Je parle sous le contrôle de notre spécialiste en matière de santé et comme vous l'avez dit à juste titre, monsieur, c'était pas du tout dans le scope que les élections soient annulées. Donc comme politologue, je fais l'analyse que si les élections étaient annulées, c'est qu'il y a eu une prise de conscience, peut-être venant des personnels de santé, que la pandémie, même si elle ne concerne en termes de mortalité qu'une proportion infime, ça pourrait faire entre 15 000 et 150 000 morts. De sorte que le sujet de l'annulation des municipales ne serait peut-être pas tant du fait de savoir si le fait de faire la queue pour voter représente un risque que de préparer l'opinion du fait que la pandémie a en fait une importance beaucoup plus qu'anticipée et de justifier que le politique reprenne la main. Donc ça, c'est déjà en amont. Justement, alors on va peut-être poser cette suggestion en tout cas au professeur en amont Pialou. de ça, parce que le politologue que je suis est évidemment très surpris, car dans l'histoire, il n'y a jamais eu une telle, si c'était le cas, on est dans les hypothèses, on va écouter le président, mais le politologue que je suis est évidemment très surpris parce que ça aurait un effet de souffle et d'inquiétude et d'engorgement des hôpitaux alors qu'il faut plutôt libérer de l'espace, ce serait la marque, ça nous prendrait tous à contre-pied, me semble-t-il. Justement, alors professeur Gilles Pialou, est-ce que vous avez des données? On sait que régulièrement, tous les jours, vous avez des réunions, ne serait-ce qu'entre infectiologues de Paris. Est-ce qu'il y a un signal à comprendre à travers cette décision, cette hypothèse, on le rappelle, hypothèse envisagée d'un report des municipales? Il y a deux niveaux de réponse et je crois que vous l'avez déjà un peu entrouvert. Est-ce que sur les raisons, est-ce que c'est une décision sanitaire? Moi, sincèrement, je vois pas, sauf si elle est effectivement dans un ensemble global, vous l'avez dit tout à l'heure, état d'urgence, etc., auquel cas les élections sont une décision, l'annulation des élections est une décision parmi d'autres. Mais j'ai lu, là, il se trouve que j'ai fait une vidéo pour justement aider dans ma mairie de quartier les gens à aller voter. La note qu'a fait le ministère de l'Intérieur était très claire, c'est une zone non à risque, elle est sécurisable, elle est nettoyable, on peut mettre les gens à distance, enfin, c'est inaudible si cette décision-là est prise en dehors d'un contexte global de montée en puissance qui aurait une certaine logique. Vous n'avez pas, vous, aujourd'hui... Ah si, sur le plan sanitaire, et sur le plan de l'Île-de-France, alors on a clairement une montée en puissance. Je vous donne une seule information qui est arrivée cet après-midi du ministère de la Santé. Il a été décidé de déprogrammer plus de 50% des opérations chirurgicales qui sont programmées, donc non urgentes, pour justement libérer des anesthésistes, des lits de réanimation, des lits de salles de réveil, enfin ce qu'on appelle les salles de réveil, pour gérer la crise du coronavirus, avec évidemment, bien sûr, l'inquiétude de savoir si on est sur un modèle français ou si on est une copie du modèle italien juste retardé. Donc je dirais une décision, à mon avis, plus politique que sanitaire. Et elle ne peut pas, comme vous l'avez dit très justement, elle ne peut pas être englobée dans un plan global. Alors justement, cette décision politique, elle n'était pas évoquée ce matin encore, Barthélémy, puisque la maire sortante, Anne Hidalgo, candidate à sa réélection, a détaillé un dispositif prévu pour la tenue de ces municipales de ce premier tour dimanche. Oui, et elle s'est avant tout voulue extrêmement rassurante, la maire de Paris ce matin. La semaine dernière, on en parlait sur BFM Paris, elle a envoyé un courrier à Christophe Castaner avec toute une série de questions sur les affaires en cas de présence d'un cas suspect, que faire pour rassurer les gens en termes de mesures sanitaires pour les membres des bureaux de vote, le nettoyage des bureaux de vote. Et c'est pour ça que ce matin, finalement, Anne Hidalgo, elle a dit venez voter en toute sérénité. À Paris, il y a presque 900 bureaux de vote, c'est 1,3 million, 1,3 million électeurs qui sont appelés aux urnes, 700 à 800 000 généralement en fonction de la participation. Il y a tout un ensemble de mesures qui sont prévues. Il y a du gel hydroalcoolique dans tous les bureaux de vote, il y aura des masques dans tous les bureaux de vote, c'est presque 49 000 masques, on a fait les comptes. Il y a du marquage au sol pour diriger les
gens, éviter qu'ils se croisent. Il y aura des médiateurs aussi à l'extérieur des bureaux de vote pour faire patienter les gens, éviter qu'il y ait des regroupements. Il y a même sur les isoloirs, pour éviter que les gens touchent les rideaux, les isoloirs sont orientés de telle façon à ce qu'il n'y ait pas besoin d'ouvrir ce fameux rideau. Si je me permets, la note de M. Castaner prévoit justement que ce ne soit pas des rideaux, parce que les rideaux ne sont pas bio-nettoyables, et que ce soit des surfaces soit dures, soit plastiques, pour qu'on puisse les bio-nettoyer. Et même, alors j'ai appris ça parce que je me suis penché sur cette note du ministère de l'Intérieur, il est même prévu qu'effectivement on puisse contrôler la pièce d'identité, et donc que les gens baissent leur masque. Mais baisser son masque pendant 1 minute, il faut rappeler aux gens, c'est-à-dire que ça ne saute pas comme ça, il faut pas, c'est pas Ebola, il faut le contact, il faut rappeler les choses, un contact à risque, c'est un contact de plus de 15 minutes, on en parlera peut-être tout à l'heure, moins d'1 mètre, et sans masque d'une personne qui est effectivement positive. Donc on n'est pas du tout dans la situation électorale. Sur le côté rassurant, je vous propose justement d'écouter la maire de Paris au micro de Romain Cazenave. La ville est donc prête. Le scrutin peut se dérouler en toute confiance. J'appelle donc chacune et chacun d'entre vous à venir voter. Je sais que les Parisiennes et les Parisiens ont toujours à cœur de participer, nombreuses et nombreux, à la vie démocratique de leur ville. Donc je les appelle à venir en confiance avec ce travail sérieux qui a été fait par tous les élus, en lien évidemment avec les autorités sanitaires. Sur les conditions sanitaires, sur les mesures sanitaires, 100% des bureaux de vote seront nettoyés avant, ça commence dès vendredi soir, et après le scrutin, pour que tout soit propre de nouveau pour le retour des élèves lundi matin en classe. Il y a aussi les agents de la ville qui, ceux qui seraient inquiets ne viendraient pas, ceux qui auraient des problèmes de santé, qui seraient fragiles aussi ne viendront pas pour nettoyer ces bureaux de vote. Il y a des personnes en réserve qui sont également mobilisées en cas de désistement de dernière minute. Ça fait 7000 personnes pour assurer tous les bureaux de vote à Paris ce dimanche. Et puis finalement pour donner un petit peu le ton du côté de la mairie de Paris, Anne Suris qui explique qu'il sera moins risqué d'être dans un bureau de vote dimanche que de prendre le métro toute la journée. Vous êtes d'accord avec ça? Tout à fait. Bon, au moins c'est un point de détail. Alors on va vous entendre tout à l'heure sur la partie économique, Monsieur Bénézé, mais forcément votre avis de citoyen, de Parisien aussi est important. Vous allez aller voter dimanche en toute sérénité? Je demande à tout le monde d'aller voter parce que c'est le seul endroit où vous risquez rien. Vous risquez moins qu'effectivement en prenant le métro, un bus, parce que vous allez voter en général, le bureau de vote se trouve à proximité de votre domicile. Vous n'avez pas moyen de locomotion, donc vous pouvez y aller à pied, ça fait une promenade. Au contraire, je demande aux Parisiens d'aller voter et ça leur fera une sortie. Et puis arrêtons cette hystérie collective et médiatique, parce qu'aujourd'hui, si demain on devait dire on stoppe les élections, mais je serais la panique complète. Je pense que les gens, alors qu'on est dans un... C'est pour ça que ce soir on voudrait mettre tout ça à plat et rassurer, savoir où on en est exactement sur tous les aspects de cette propagation du coronavirus dans notre région. Pour revenir à vous, Stéphane Rosas, et à la politique, les conséquences politiques de ce coronavirus, on l'a vu donc avec Anne Hidalgo, c'est encore l'information la plus sûre. A priori, donc ce dimanche, les élections se tiendraient normalement. Est-ce que toutefois il faut craindre une abstention record, une abstention plus importante que d'habitude? Ce serait étonnant que seul le rite électoral, même si dans notre histoire il y a une sacralité du vote, ce serait étonnant que seul le comportement politique ne soit pas affecté par le coronavirus, alors même que la fréquentation, tel que moi, citoyen, je peux le constater, la circulation dans Paris et la fréquentation des lieux de restauration & est déjà impactée. Donc ce serait fort étonnant que le fait d'aller voter ne soit pas la même chose. affecté. C'est pas la même chose. Alors, culturellement, c'est pas la même chose, mais c'est très difficile. Jusqu'à encore il y a quelques jours, les taux de participation étaient similaires à ce qu'elles étaient en 2014, 64%. Mais nos interrogations même fait que d'abord, on ne sait pas si ce taux marquait sans doute une appétence plus grande pour ces municipales, alors que jusqu'à maintenant, la participation baissait. Ça veut dire, dans la crise de l'État-nation, un repli des citoyens sur la sphère municipale. Mais ce sera très difficile, si les élections ont lieu, de faire la part des choses concrètement. Ce que l'on sait, je parle toujours sous le contrôle des experts, c'est que les populations
les plus en péril par le coronavirus sont plutôt les personnes âgées. Or, on le sait, alors, ce sont les personnes âgées. Voilà, ce sont les personnes âgées qui vont. Hein? Il faut pondérer cette notion qu'on a dit. C'est vrai qu'il y a un article qui est sorti du New England Journal of Medicine. C'était un article qui était déjà sorti dans un journal chinois. On l'avait peu vu, nous on l'avait analysé à ce moment-là, et puis après effectivement été repris par la plus connue des revues médicales, le New England Journal of Medicine, et cette revue sur 1099 personnes qui ont été contaminées donne un peu de prudence sur plein de choses, et notamment sur le fait que contrairement à la grippe, il suffit pas d'avoir plus de 70 ans pour être à risque, et bon, évidemment, il y a un certain nombre de maladies qui favorisent le passage à des formes plus graves, mais il y a une mortalité non négligeable chez des patients qui ont moins de 70 ans, et ce qu'on voit très peu, ou moins de 75 ans, et ce qu'on voit très peu dans la grippe. Donc la focalisation sur les personnes âgées, entre guillemets, est le modèle grippe, et ça, elle convient pas à ce coronavirus. En tout cas, on a toujours cette information que les enfants, en tout cas les moins de 15 ans, c'est ça, sont peu touchés. Il y a des bonnes nouvelles qui c'est bien d'en parler rassure, et c'est bien d'en parler, vous avez raison, c'est qu'effectivement, là, plus les chiffres remontent et que ça soit, il y a très peu de contamination chez les enfants. Dans les 70 000 premiers cas, il y avait environ 500 contaminations chez les enfants de moins de 15 ans, avec aucune forme grave et aucun décès, alors que nous avons eu des décès de la grippe en France chez les enfants. Alors, Monsieur Rosès, si l'hypothèse se révèle finalement accepter de reporter ces élections municipales, est-ce que déjà il y a eu un précédent du genre, alors pas sur cette situation sanitaire à la base, mais est-ce qu'il y a déjà eu des reports d'élections? Je crois me souvenir qu'à La Réunion, du fait d'ouragan, avait été prise une décision, enfin dans les dom-tom avait été prise une décision de report par le préfet dans la précipitation, La Réunion, dans la précipitation la plus totale. Mais il y avait un élément d'urgence. Mais à ma connaissance, si près du scrutin, ça n'a pas été le cas d'ailleurs. La loi fait que c'est le 14 mars que devrait passer la décision de report. Ça nous laisse 2 jours si c'était le cas. Alors, si ça avait lieu, quel serait l'impact sur la photographie d'une municipale reportée? C'est pas très évident à mesurer. On le sait, les motivations de vote à ces municipales sont des motivations comme jamais déterminées par des raisons locales. Évidemment, si les élections étaient reportées, il y aurait forcément une interrogation du fait du changement de pied brutal sur les gouvernants n'ont pas anticipé, n'ont pas bien compris. L'impact, il est très dur. Il est très dur à savoir. L'impact électoral, du coup, l'impact électoral risque de pénaliser plutôt dans la dimension nationale, qui n'est pas si importante que ça, dans les motivations de vote, me semble-t-il, plutôt la majorité. Même si, dans ce genre de crise, il y a un réflexe d'union nationale. Mais ce que l'on a constaté dans les autres types de crises, crise industrielle, crise sanitaire précédente, c'est que s'il y a un dérèglement pour les Français, c'est pas la faute des scientifiques, c'est pas la faute des personnels de santé, c'est la faute du politique, à tort ou à raison. Mais ça vient de la centralité du politique. Et si, par exemple, on pense à Paris, honnêtement, ça mettrait dans une situation difficile la candidate de La République En Marche, parce que du coup, la légitimité de sa présence à Paris même, alors que la situation... Compte tenu de ses fonctions anciennes. Oui, c'était pas tout à fait par hasard que j'évoquais ça. Donc, mais c'est vrai, c'est pas très facile à évaluer. Ça peut rejaillir aussi sur la maire de Paris en fonction de la gestion de la crise, puisqu'elle explique, elle, depuis le début, que la maire de Paris obéit aux consignes de l'État et que la mairie de Paris est prête. En l'occurrence, demain, ça ne se révélerait pas le cas. Non, c'est pas du tout comme ça que les choses fonctionnent. Les choses fonctionnent en France par la centralité de l'État. Nous ne sommes pas en Allemagne. C'est vrai. Bon, nous ne sommes pas en Allemagne où il y a une prévalence immanente des régions et tout. Donc c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. C'est le président, le Premier ministre et le ministre de la Santé. Et les autres, on comprend qu'ils s'adaptent à ce que tout le monde fait en France, c'est-à-dire on regarde l'État. Donc
Au plan national, la réponse à votre question n'est pas simple. Il est vrai, d'autant qu'il faut bien le comprendre, moi ça fait 35 ans que je travaille là-dessus, une campagne c'est un rite. Que ça soit une campagne présidentielle ou une campagne municipale. C'est un rythme avec un tempo. Il y a le tempo du premier tour, il y a l'entre-deux tours, et il y a des phénomènes de cristallisation qui travaillent le subconscient du corps électoral. Qu'est-ce qui serait modifié justement dans le contexte actuel? Eh bien, au fond, jusqu'à maintenant, jusqu'à l'interrogation que nous avons maintenant, au fond, les choix de vote, on sait que les Français vont voter de façon importante, mais la cristallisation du vote est moins forte qu'aux précédentes municipales, parce que la crise nationale a été polarisée par des questions sociales. Ce qui fait que la prise des dynamiques municipales ont pu moins bien se déployer. Et donc, en un mot, les gens vont faire leur choix au tout dernier moment. À chaque élection municipale, entre 15 et 20% se déterminent le jour même, auquel il faut rajouter entre 20 et 30%. Et au fond, on sait tous que le premier tour arrive. On a tous l'idée qu'on va voter plutôt pour telle liste. Est-ce qu'on ira voter dès le premier tour, telle liste ou telle autre? Et en fait, la question, c'est plutôt est-ce qu'on va aller voter tout court même? C'est ça que je veux dire. J'imagine que si on dit qu'elles sont reportées, je serais étonné que le gouvernement prenne le risque de dire ça va être reporté à tel moment. Je pense que si c'était reporté, on dirait c'est reporté et on verra quand. Bon, sauf si. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on n'est pas dans un acte d'achat d'un produit. On est dans le domaine politique. On est dans le domaine politique. Ce que vous appelez l'irrationnel, c'est le symbolique. Bon, donc, et ce qui rend les choses très compliquées parce que, est-ce que ça fait un effet de souffle? On disait, ça devrait profiter aux maires sortants. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, je suis très prudent sur les questions de mesure, à qui ça va profiter. Merci beaucoup. On va passer justement à la situation sanitaire, notamment avec vous, professeur Pialou. C'est tout de suite dans Paris News. Alors, on va refaire un peu le bilan, en tout cas les chiffres provisoires, puisqu'ils évoluent évidemment chaque jour. 124 101 cas d'infection dans le monde entier, dans plus de 110 pays, 113 pays et territoires. La mort de 4 566 personnes. Ce sont les chiffres d'un bilan de l'agence France Presse à partir de sources officielles hier après-midi. En France, hier soir, donc avant le nouveau décompte qui sera fait probablement aujourd'hui, il y avait 2281 cas déclarés de ce Covid-19, 500 cas de plus que la veille, 48 décès à déplorer selon la Direction Générale de la Santé. Et dans notre région ici en Ile-de-France, l'ARS, l'Agence Régionale de Santé, dénombrait hier soir 532 cas confirmés de la maladie, 92 de plus que la veille. Déjà, professeur Pialou. L'ARS d'Ile-de-France. L'ARS Ile-de-France, oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut dire de la progression de cette maladie sur notre territoire? On peut dire que non seulement elle est là, mais elle progresse rapidement. Les chiffres, voilà, j'ai juste un discours un petit peu pessimiste maintenant. J'ai changé, je suis venu BFM plusieurs fois avec un discours rassurant, mais là, on a du mal à rassurer. On rassure bien sûr sur le fait que c'est une maladie qui est bénigne dans l'immense majorité des cas, 85%. Mais évidemment, quand vous augmentez le nombre, c'est le phénomène italien, vous augmentez ce 15% ou 14% qui pose des problèmes sanitaires. Et quand ça devient un grand nombre, ça pose un énorme problème à l'hôpital public. Donc oui, on est inquiet. On est plus inquiet encore dans certaines régions, en Ile-de-France, dans l'Est de la France, dans l'Oise, comme vous le savez, comme vous l'avez déjà dit. Pourquoi on est plus inquiet en Ile-de-France, par exemple? On est plus inquiet parce que l'épidémie progresse, d'une part, parce que les chiffres vont bientôt ne plus rien vouloir dire pour une raison qui est très simple, qu'il faut expliquer aux gens, c'est que c'est même pas on ne va, pour ce qui est de l'Île-de-France, on ne dépiste plus que les gens qui sont avec des formes qui nécessitent d'être hospitalisés, ou les soignants, parce que c'est important de protéger les soignants pour qu'ils précisément ils continuent à être en place, et aussi les personnes qui ont des facteurs de risque, pas seulement l'âge, mais des facteurs de risque cardiaques, respiratoires, diabète, etc., femmes enceintes, etc. Donc finalement, les chiffres de dépistage vont pas donner le reflet de l'épidémie. Les chiffres d'autant plus peut-être qu'ils veulent moins dire veulent de moins en moins dire quelque chose, puisqu'on sait aussi qu'il y a des personnes qui sont asymptomatiques, c'est-à-dire qui ne présentent pas de symptômes, mais qui ont bien la maladie. Tout à fait. Il y avait déjà les personnes asymptomatiques, et puis surtout maintenant, quand vous allez dans les centres de première ligne, et c'est le cas dans tous les
quasiment tous les hôpitaux parisiens, si vous avez peu de symptômes, on vous donne une feuille qui explique vous n'êtes pas dépisté parce qu'on ne peut pas dépister tout le monde, il n'y a pas assez de tests, il n'y a pas assez de bras, il n'y a pas assez de services médicaux, la médecine de ville n'est pas déployée en Ile-de-France encore et ils le regrettent eux-mêmes pour des raisons que vous avez déjà traitées sur cette antenne. Donc oui, on est particulièrement inquiet et particulièrement préoccupé. Ouais. Est-ce que par exemple, vous avez évoqué la situation italienne, on va avoir des images assez surprenantes de Rome, ville touristique par excellence, complètement désertée ces derniers jours à cause de évidemment l'épidémie qui saisit tout le pays, qui a contraint d'ailleurs les autorités à fermer les frontières de ce pays complètement. Des images assez incroyables, hein. Vraiment Rome avec aussi peu de monde dans les rues, c'est du jamais vu. Est-ce qu'on pourrait envisager que ce soit la même chose ici à Paris, en Ile-de-France? On pourrait, et c'est vrai que on revient sur le sujet précédent. Voilà, on pourrait. Alors le problème des pays latins, c'est que c'est pas la Corée du Sud, c'est pas la Chine, et que c'est très difficile d'avoir des mesures très contraignantes et de les tenir longtemps. Parce que je voulais rebondir sur ce qu'a dit M. Rosette tout à l'heure, c'est-à-dire que différer, alors je reviens pas sur les élections, mais différer quelque chose actuellement, on voit avec nos congrès. Actuellement, il y a un congrès sur le VIH, les événements à Boston, de plus de 1000 personnes pour l'instant, mais tous les concerts, etc., tous les congrès médicaux sont annulés, mais ils sont annulés sans date pour les différer. Les dates qu'on voit sur le confinement en Italie, c'est des dates politiquement arbitraires. On dit on ferme jusqu'au 8 avril, mais ça n'a pas de sens. Parce que en 8 attendant avril, de repousser encore probablement. Rien. Voilà. Et personne ne peut modéliser actuellement. Quand on va, le ministre avait fait sur BFM le dessin de la courbe, quand on va justement essayer de descendre de cette courbe-là, et personne ne peut le modéliser sérieusement. Pour l'instant, on prend la vague et on essaye que l'ampleur soit la moins importante possible. Monsieur Bénézé, quand vous entendez professeur Pialou parler de cette évolution de la maladie dans notre région, qu'est-ce que ça dit aux professionnels que vous représentez déjà, notamment? Une grande inquiétude, bien sûr, mais comme on est dans l'inconnu, effectivement, aujourd'hui, on ne sait rien. On sait que c'est un coronavirus, c'est un rhume finalement, mais avec un virus qu'on ne connaît pas. Et quand on ne connaît pas, on s'effraie, on s'affole. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Parce que finalement, à la sortie, je m'excuse, ça fera peut-être moins de victimes que la grippe. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas. Et l'être humain, quand il ne connaît pas, il est affolé, comme c'est le drame. Parce que peut-être qu'on dira dans un mois, on dira tout ça pour ça. Donc moi, je dis qu'il faut raison garder. Dans un mois. Enfin, peut-être dans 3 mois. Dans 3 mois, on dira, mais on a fait tout ça pour ça. Et d'ici 3 mois, justement, les professionnels de l'hôtellerie, de la restauration qui ont déjà eu beaucoup de mal ces derniers mois avec les gilets jaunes, la grève et maintenant le coronavirus. Comment allez-vous en sortir? L'année dernière, on a connu aussi la grève. On vous voit régulièrement sur ce plateau avec toutes ces difficultés. Mais c'est dramatique. Moi, j'ai des chefs d'entreprise qui risquent. Moi, je vous dis que ça risque de faire plus de victimes des chefs d'entreprise qui sont au bord de la dépression et qui ne sait pas ce que ça peut donner et qui m'appellent. Ça n'arrête pas mon téléphone de sonner. Qu'est-ce que je dois faire? Alors je dis surtout. Alors celui qui est un peu trésorier, gardez-là. Faites appel. Moi, je demande les annulations de charges, c'est-à-dire les charges sociales qu'ils ont à payer. La TVA, ça a été accordé, l'annulation des parties des reports. Des reports, tout à fait. Ça suffit. On n'a même pas épongé les reports des gilets jaunes. Non, les reports, les chefs d'entreprise, il ne faut plus leur en parler. Aujourd'hui, il faut aller sur des annulations. Nous, ce qu'on demande au gouvernement, c'est un plan de solidarité générale. Parce qu'aujourd'hui, les commerces, moi je dis même, j'emploie un terme un peu américain, c'est la hélicoptère monnaie. Ça veut dire qu'il va falloir distribuer de la monnaie, peut-être, parce qu'aujourd'hui, les chefs d'entreprise ne pourront pas payer les salariés, mais ça va être la débâcle complète. On va connaître une situation, on appelait ça, après la guerre, on a je sais plus, je cherche le nom, des crédits qu'on ne remboursait pas, des plans. Enfin, des plans, oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut remettre de l'argent dans l'économie, parce que les gens, ça va être la débâcle. Les gens n'auront plus de quoi payer leurs salariés. Alors le chômage, c'est pas la peine, donc il faudra distribuer de la monnaie aux chefs d'entreprise qui pourront payer leurs salariés. On va y revenir dans le détail avec vous tout à l'heure, mais vous avez soulevé une question justement, l'inquiétude qui naît de cette méconnaissance aussi de cette maladie, et justement, professeur Pialou, tant qu'on vous a, on a envie d'en savoir plus déjà sur cette maladie. Alors, les personnes qui aujourd'hui ont déclaré le coronavirus, qui sont traitées, donc il y en a un certain nombre quand même qui sont traitées dans les hôpitaux, donc si elles ont les symptômes, si elles font partie du corps médical, vous l'avez dit aussi, dans un premier temps, on en parle d'ailleurs avant d'arriver à ce stade 3. Qu'est-ce que ça va changer? On est au stade 2 aujourd'hui depuis le 28 janvier, je crois. Qu'est-ce que ça changerait, la prise en charge, par exemple, de ces personnes malades si on passait en stade 3? Sincèrement, je pense que le système hospitalier public est déjà en phase 3.
Déjà en phase 3, c'est-à-dire qu'il... Et ça veut dire quoi déjà? Pour nous, ça veut dire... Alors, il y a deux aspects de la phase 3. Il y a l'aspect des politiques, donc on rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure. Est-ce qu'il faut fermer les frontières? Est-ce qu'il y a certains lieux qu'on va mettre sous cloche épidémiologique, comme ça a été fait en Chine, en Italie, etc. Enfin, toutes ces décisions qui essayent de réguler à grande échelle et de contenir la transmission du coronavirus. Je vous reprends sur un point. Il faut savoir quand même que le coronavirus, c'est un virus qu'on ne connaît pas au sens historique. On le connaît très mal. Et deuxièmement, les gens ne l'ont jamais rencontré. Donc par définition, ils n'ont été pas vaccinés parce qu'il n'y a pas de vaccin, ils n'ont pas d'immunité. Donc c'est assez nouveau. Donc on est un peu enclin à la prudence sur... voilà. Pour l'instant, on parle au jour le jour. Mais pour répondre à votre question clairement, la phase 3, elle est qu'on gère, on essaye de diminuer les effets de l'épidémie. C'est-à-dire qu'on n'a plus la prétention de la contrôler. Et c'est ce qu'on fait déjà dans les hôpitaux. Puisqu'on ne dépiste pas les formes asymptomatiques, on les renvoie... Et les formes symptomatiques jamais. Les formes peu symptomatiques, on les renvoie chez elles sans les dépister. Et on va s'occuper des cas graves. Donc on n'en est plus à endiguer le virus. Maintenant, on essaie d'atténuer, c'est ça, de maintenir peut-être les gens qui sont malades chez eux, en leur expliquant le protocole. Exactement, sachant qu'effectivement, dans la grande majorité des cas, ils pourront rester chez eux avec des recommandations, avec, on l'espère, la possibilité, s'ils ont des signes qui s'aggravent, de joindre le 15. Mais voilà, ça sera une toute petite proportion. Et tout est en train d'organiser pour désenclaver le 15 de cette histoire, parce qu'on n'a pas arrêté de dire appelez le 15, qui est moralité, le 15 est joignable, y compris pour d'autres pathologies dans certaines villes. Et ça, c'est en train de s'organiser. Malheureusement, je l'ai déjà dit parfois, on a l'impression qu'on court un peu derrière cette épidémie et on voudrait courir devant, quoi. Alors justement, pour revenir, on va les rappeler, quels sont les symptômes à surveiller quand on craint... C'est ça la complexité de ce virus, c'est que les symptômes, et ça, vous avez fait référence à ce papier chinois sur 1099, même si c'est qu'un échantillonnage, nous dit que finalement les gens au début de la maladie sont pas très malades. Et c'est une problématique parce que quand vous avez la grippe, et les gens vont le comprendre, que vous avez 42 fièvres, que vous frissonnez, que vous avez des douleurs dans les muscles et le casque à la tête, vous n'allez pas dans le métro, vous n'allez pas dans vos lieux de travail, vous avez un autoconfinement. Là, dans le démarrage de cette pathologie-là, le plus souvent c'est assez bénin. Et c'est très difficile à distinguer de tout ce qui circule comme virus, qui fait couler le nez, mais il y a toujours quasiment des signes pulmonaires, hein, mais qui peuvent être très, des difficultés à respirer concrètement ? De la toux essentiellement, des difficultés à respirer dans un deuxième temps, etc. Une sensation, alors effectivement de nez qui est pris, mais pas vraiment de nez qui coule. Mais si vous dites ça, il y a plein de gens qui vont se reconnaître dans ça. Donc c'est ça la complexité. Il y a toujours cette fièvre, en tout cas. Ça c'est le. Alors dans le papier chinois, au démarrage de l'histoire, il y a que 43% des gens qui ont de la fièvre. Ils l'ont après, et c'est pas spectaculaire. Donc c'est compliqué de les diagnostiquer. Et évidemment, les gens qui ont des symptômes bénins, ils doivent surtout rester chez eux et pas se présenter ni dans les urgences hospitalières, ni dans les cabinets de ville médicale pour l'instant. Parce que justement, quelle est la situation de l'hôpital? On sait que la situation de l'hôpital public est très difficile depuis déjà plus d'un an, en particulier aux urgences. Est-ce que cette crise sanitaire qui vient s'ajouter à tout cela vous met dans des dispositions suffisantes pour accueillir les patients, pour orienter, pour aussi donner des informations? D'abord, il faut rassurer un peu les gens pour dire qu'en Ile-de-France, on continue à être soigné par différentes méthodes. Il y a effectivement une partie des maladies chroniques qui vont être soignées différées, donc différées des consultations qui ne sont pas urgentes de 3 mois. C'est possible pour plein de pathologies. De faire de la télémédecine, de faire des consultations par téléphone, de différer les chirurgies non prioritaires, on l'a dit pour 50% d'entre elles, c'est décidé depuis cet après-midi, et puis probablement de désengorger un peu l'hôpital avec une habitude qui est très italienne alors, c'est d'aller, dès qu'on a un problème, on va à l'hôpital. C'est vrai que il faut changer un peu nos habitudes aussi. Je pense que cette crise va changer un peu les comportements, et il y a plein de pays où on ne se précipite pas aux urgences dès que votre gosse a 38,5. Alors, vous l'avez dit, il n'y a pas de vaccin à l'heure actuelle. Comment évolue la recherche? Ni de traitement spécifique, il y a de la recherche. Concrètement, les gens qui sont hospitalisés avec ces cas de coronavirus avérés, après des tests positifs, qu'est-ce qu'ils font à l'hôpital? Comment on s'occupe d'eux en fait pour qu'ils aillent mieux, pour qu'ils guérissent? D'abord, il y a toute une prise en charge qu'on dit symptomatique, c'est-à-dire qu'il faut prise en charge de l'insuffisance respiratoire, des difficultés à respirer, de l'oxygénation par différents moyens, de graduation de gravité. Il y a des protocoles. Il y a un protocole qui débute ces jours-ci au niveau national par l'INSERM, qui est un protocole avec plusieurs profils de traitement qui ont été déjà essayés dans Ebola, qui ont déjà été essayés dans la grippe, qui ont déjà été essayés dans le VIH et qui
c'est une bonne chance, ont une activité contre les coronavirus. Donc il y a, mais c'est encore du domaine de la recherche en Chine ou en France. Et puis il y a un certain nombre de protocoles qui sont en train de se développer, de se mettre en place très rapidement. C'est l'effet positif de ce genre de crise. Alors l'hôpital qui se réorganise, forcément il faut s'adapter à ce coronavirus. De quelle manière, par exemple, les hôpitaux de la PHP, de l'assistance et des hôpitaux de Paris s'organisent, se réorganisent pour bien pouvoir accueillir au mieux les patients ou en tout cas traiter le problème? Les hôpitaux parisiens s'étaient organisés d'abord avec un niveau 1, c'est-à-dire des services spécialisés qui sont déjà actuellement totalement embolisés par les cas sévères de coronavirus et par le dépistage. Donc on a décidé déjà de plus dépister les gens qui ont peu de symptômes ou qui n'ont pas de facteur de gravité, donc c'est un point important. Et puis finalement, en ce moment, on est en train d'organiser que, si ce n'est tous les hôpitaux, en tout cas la plupart des hôpitaux, aient la possibilité, parce qu'ils ont des cas. Le problème, c'est que les gens pensent que les gens rentrent avec le coronavirus, mais les gens sont dans l'hôpital avec le coronavirus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui est rentré il y a 6 jours, il a son coronavirus en incubation, il a des signes pulmonaires, on le dépiste, il est positif. Donc il faut refaire tout le parcours des personnes qui peuvent avoir éventuellement contaminé. C'est ça la complexité. Tous les gens n'arrivent pas en disant aux urgences j'ai le coronavirus, sinon ça serait simple. Vous voyez ce que je veux dire? Ou avec des signes respiratoires. Donc il y a cette complexité-là et il faut effectivement dégager des espaces, pas seulement de réanimation, pour faire des unités spécialisées pour le Covid, enfin pour le coronavirus. Alors on le sait, dans l'hôpital dans lequel vous exercez, notamment à l'hôpital Tenon dans le 20e arrondissement de Paris, vous avez été concerné directement par des cas de soignants qui ont été infectés par le coronavirus. Est-ce que cette situation vous met en difficulté? Comment est-ce que justement vous traitez aussi du personnel soignant dans votre hôpital? Alors, effectivement, on a été les premiers à être impactés par le coronavirus chez les soignants. C'est des personnels paramédicaux, c'est ça? Non, il y a tout. Il y a de tout. Des médecins seniors, des médecins juniors, des manipulateurs radio, des infirmières, des aides-soignantes. Il n'y a pas de corps de métier qui sont épargnés. C'est tous les métiers soignants. Ils vont tous bien, c'est important de le préciser, c'est quand même une dimension. Ils sont pour la plupart, évidemment, à domicile. Il y en a qui vont rentrer parce qu'ils ont déjà passé la période des 14 jours de confinement. Évidemment, on continue à dépister parce que, comme je vous l'ai expliqué, c'est le trajet du patient qu'on n'a pas dépisté et qu'on dépiste tardivement parce que les modes de dépistage ont changé. Ou donc là, il y a des dépistages, on va dire, systématiques peut-être auprès du personnel soignant? On a un dépistage très large des personnels soignants parce qu'il faut les protéger. C'est vital. Alors ça, c'est un modèle qu'on connaît depuis longtemps, c'est vital de protéger les soignants, puisque précisément c'est eux qui vont faire face à... Mais bon, il y a pas une... On fait des réunions d'information de jour, de nuit pour tous les personnels, parce que chaque fois ça change, et puis on a ouvert donc à Tenon une antenne de dépistage de notre personnel soignant pour répondre à la demande, et voilà, on est plein... Enfin, toute une antenne de dépistage qui n'est pas en ambulatoire, hein, qui est en ambulatoire pour le personnel soignant seulement. D'accord. Alors, donc l'évolution, elle est très claire, vous l'avez expliqué en Ile-de-France. On rappelle aussi peut-être des gestes simples aux téléspectateurs qui nous regardent pour savoir, est-ce que, par exemple, se laver les mains, on l'a dit, éternuer dans son coude ou encore porter un masque, est-ce que ça suffit aujourd'hui à faire face à un risque de contamination? Alors, toutes les règles qu'on peut trouver, alors je peux les énumérer, mais le fait de ne pas éternuer, on va apprendre aux gens à avoir une hygiène. Je pense que ça va faire du bien à l'hygiène globale nationale. Et il en restera quelque chose, de ne pas éternuer sur les autres, de ne pas sortir quand on est soi-même symptomatique ou de sortir avec un masque, de ne pas visiter les seniors, les EHPAD, dans les EHPAD, de ne pas aller dans les maternités, dans les endroits, les hôpitaux, il y a des endroits des immunodéprimés, etc. De se signaler à son médecin traitant, on peut le faire par téléphone, etc. Il y a tout un tas de règles, mais on a un peu hypertrophié l'histoire du masque. On a fait une fixation sur le masque, surtout d'ailleurs parce qu'on n'en avait pas en ville. Il faut le rappeler quand même, c'est une histoire de carence de masque qui est quand même hallucinante pour un régime comme la France. Sans parler des vols de masques aussi dans le milieu médical, nous, on a tout mis sous paix à Tenon, mais on a hypertrophié l'histoire du masque et on a oublié ce que vous dites, c'est-à-dire le nettoyage des surfaces planes, le nettoyage de son ordinateur, le nettoyage de son smartphone qu'on doit faire avec une solution hydroalcoolique parce que les smartphones, ça transmet les virus et ça transmet les bactéries. Et effectivement, bien sûr, le lavage des mains. Il y a le lavage, c'est très bien. Il faut laver régulièrement les mains quand on sort, quand on rentre, quand on revient du marché, de l'école, etc. Au moins de symptômes, on met un masque. Quand on enlève le masque, on se relave les mains et on utilise des solutions hydroalcooliques dont on espère qu'elles vont arriver en grand nombre. Marcel Bénézé, justement, quand on évoque ces mesures, on sait que dans votre secteur, dans l'hôtellerie, dans la restauration, certains professionnels essayent aussi de les mettre en place. Il y a des choses qui sont déjà élaborées. C'est ce qu'on recommande d'ailleurs à nos professionnels, c'est de mettre à l'entrée du restaurant des liquides hydroalcooliques aussi, que
que le personnel, que le dirigeant soit vigilant auprès de son personnel, parce qu'il peut détecter, lui, et discrètement le demander de rester chez lui, parce qu'il peut contaminer le reste du personnel, et d'espacer quand c'est possible, parce qu'aujourd'hui nos restaurants sont quand même, malheureusement nos restaurants se vident, c'est triste, de laisser une place sanitaire entre les clients, quoi, de laisser un espace. Donc d'accepter de faire moins de couverts aussi. Et ils sont, de moins de couverts, on les a pas déjà, on est de ça, on est passé à 50, donc... Je vais venir en aide à M. Bénézé, c'est que, alors là aussi, c'est du fantasme. Dans un restaurant, évidemment, s'il y a une régulation par l'employeur du personnel, en excluant les personnels qui sont symptomatiques et en les remettant pas dans le travail, parce que c'est difficile de servir avec un masque quand même, parce que ça tranquillise pas beaucoup. Si on fait ça et qu'on est à un écart d'1 mètre, mais le risque est proche de 0. En plus, je vais dire 0, mais voilà, c'est pas un lieu de contamination. Il faut arrêter. Et en plus, il y a le bio-nettoyage des surfaces qui est facile. Il y a le nettoyage de tous les tissus qui est facile. Je pense que j'essaye de venir c'est injuste. Ouais. Oui, mais c'est injuste parce que je pense que c'est effectivement le chef d'entreprise est vigilant et par rapport à ses salariés, c'est important de protéger. D'ailleurs, on doit protéger nos salariés. Donc, si on remarque quelque chose, discrètement d'aller voir le salarié, parce que c'est toujours embêtant de dire à quelqu'un tu es pas bien, tu veux te contaminer, tout le reste, c'est difficile à dire. Évidemment. Donc, avec diplomatie, de dire écoute, tu prends un arrêt de travail, tu vas voir ton médecin, tu t'arrêtes. Et puis aujourd'hui, on peut le faire. On a l'impression quand même que cette maladie, finalement, elle démocratise aussi un certain nombre de choses, puisque finalement, les gens sont assez compréhensifs. On remarque que cette maladie touche tout le monde, quel que soit son milieu social. On confirme, parce qu'il faut être ministre, député. Voilà, on a vu à l'Assemblée nationale. Non, il faut être prudent. Stéphane Rosès, vous qui êtes enseignant encore à Sciences Po, à HEC Paris, dans le milieu justement de l'enseignement également, quand vous rendez en cours dans ces institutions, qu'est-ce qui est mis en place? J'avais ce matin à 8h un enseignement à Sciences Po et je constatais que les étudiants étrangers étaient plus nombreux à ne pas être venus que les étudiants français. D'accord. Ça veut sans doute dire des dimensions culturelles, pour le meilleur et pour le pire pour ce qui concerne les Français. On comprend que les autorités ont essayé de trouver un équilibre, et c'est ce qui était annoncé pour l'allocution présidentielle de ce soir, transparence pédagogique. Mais dans un contexte de dépression nationale au plan politique, de vifs critiques à l'égard des gouvernants. Par exemple, dans les sondages, un Français sur 2 pense que les autorités nous cachent des choses sur cette maladie. C'est-à-dire, on comprend ce qui se passe. La réalité, les meilleurs spécialistes de la santé nous disent à nous, simples citoyens, que le coronavirus, effectivement, on ne maîtrise pas, c'est nouveau. Les Français n'aiment pas ça. Ils préfèrent penser qu'il y a un complot plutôt que quelque chose qui échapperait, surtout aux politiques. Et donc, il y a un climat quand même de défiance à l'égard des gouvernants qui peut être coutumier, mais qui est rajouté par une période où, au fond, le pays a été sous tension pendant maintenant 2 ans, et arrive une maladie qui, comme premier réflexe, ressoude plutôt l'unité nationale autour des gouvernants, mais avec un besoin irrépressible des citoyens de se dire « mais alors qu'est-ce qui se passe ?» C'est là où l'intervention présidentielle est importante. On va voir ce qui s'y dit. Évidemment, si les municipales devaient être reportées, ça serait un signal assez... ce serait un signal de alarmant. dramatisation totale. Et le risque serait que ces municipales soient reportées, ça a été dit déjà, non pas pour des raisons sanitaires, mais pour des raisons politiques, pour donner le sentiment que le politique reprend la main par rapport à une pandémie qui aurait été mal évaluée dans le temps et dans son ampleur. Mais on est tous confrontés, vous, dans la restauration, mais les entreprises, oui, l'enseignement, la panique immaîtrisée, c'est au fond le pire qui puisse arriver. Et on sent une opinion qui est voilà, très hésitante. Et comme toujours, la parole politique doit être là pour redonner
de la norme, pacifiée. Et c'est là où, si les municipales étaient reportées, on n'en sait rien, mais les rumeurs dans tout Paris cet après-midi le confirment, hein, y compris... Enfin, le confirment. Non, ne le confirme pas. Il y a des rumeurs dans tout Paris, à tout niveau, même au sommet de l'État. Non pas de certitude, mais du fait que la question est envisagée. La défiance donc vis-à-vis de la politique, mais toujours un peu quand même de confiance, on va dire, dans la sphère médicale. Concernant justement les profils, vous l'avez évoqué un peu plus tôt, de ces personnes qui sont contaminées par le coronavirus, on a donc défait un peu cette idée que ça ne concernait que les personnes très âgées. Ça concerne relativement, elles sont en tout cas plus à risque, hein, on peut le dire. Est-ce que par exemple dans les EHPAD, cette décision d'interdire les visites, ça veut dire quelque chose quand même? Non, mais ça, il y a des mesures simples et ça a un sens, puisque c'est très difficile de contrôler. Je veux dire, quand vous avez une infirmière ou une aide-soignante pour 60 lits ou pour 100 lits dans une EHPAD, vous pouvez pas lui demander de contrôler tout, etc., et notamment les visites. Donc effectivement, la base, c'est effectivement quand on sait pas, et quand on sait effectivement que ça se répand dans les EHPAD, parce qu'il y a plusieurs endroits, on va pas donner les lieux, mais où il y a des EHPAD qui ont des personnes contaminées. On a parlé, nous, de Louveciennes dans les Yvelines, par exemple. Dans l'Est de la France, à Paris, etc. Mais le problème aussi, c'est que les EHPAD ont du mal à reprendre les patients qui sont hospitalisés, parce qu'ils disent, oh là là, ils sont hospitalisés, donc ils ont le corona. Donc vous voyez, il y a un vrai problème avec les EHPAD, mais bon, globalement, en limitant les visites, on est déjà dans un contrôle parce que par définition, il vient de l'extérieur, le virus. Alors on va tout de suite passer justement aux conséquences maintenant économiques de ce coronavirus à Paris et en Ile-de-France. C'est tout de suite. Alors, Marcel Bénézé, forcément, cela vous concerne de plein droit. On le rappelle, vous êtes donc président au GNI, le Groupement national des indépendants de la branche des cafés, bars, hôtellerie et restauration. Et traiteurs, surtout. Et traiteurs, voilà, parce que justement, j'allais venir, dans ce contexte où la plupart des événements, de salons, de congrès sont reportés, les traiteurs sont directement impactés et très fortement. C'est catastrophique parce qu'ils ont subi déjà les fêtes de Noël où tout a été annulé. Ils ont subi depuis 18 mois, depuis 22 ans pour ainsi dire. Ils ont des annulations. Moi, j'en ai qui sont au bord de la faillite, qui vont déposer le bilan suivant ce qu'on va annoncer. Vous avez évalué le nombre justement de ces dépôts de bilan possibles? C'est plus de la moitié qui vont disparaître. C'est énorme. On a Brasseurs de France. Mais c'est un effet cumulatif, non? C'est un effet. Enfin, je veux dire, les gilets jaunes sont avec les crises précédentes. Il y a un cumul et aujourd'hui, c'est de trop. Aujourd'hui, c'est la crise de trop. Donc aujourd'hui, cette situation donc des traiteurs, par exemple. C'est les plus impactés. Les traiteurs sont les plus impactés. Les organisateurs d'événementiels, tout ce qui est événementiel, c'est catastrophique. Les salons, congrès et salons. Moi, je suis élu à la Chambre de commerce de Paris, Île-de-France. On a les problèmes des congrès et salons. C'est une catastrophe. Et c'est une économie générale parce que ça représente quand même sur Paris. Je parle parce qu'on est sur Paris capitale. C'est 10% du PIB de la capitale. Les salons, les congrès, salons et tout ça, c'est 10% du PIB, c'est énorme. Et aujourd'hui, on est quand même vraiment en annulation. On ne parle même pas de report, on parle d'annulation sans report. On n'a pas de date. On n'a pas de date, exactement. De la même manière que toutes les dates restent pour l'instant assez évasives, on ne donne pas de date de report. C'est aussi la vie parisienne qui est affectée de manière générale. L'hôtellerie, n'en parlons pas, c'est aussi catastrophique pour certains, surtout les palaces. Vous avez les restaurants qui suivent derrière, vous avez les bars et les brasseries qui c'est pareil. Alors c'est entre 20, 30, 40, 60, 80. On arrive à des 100%. Moi j'ai des établissements qui ferment. D'ailleurs je vous ai envoyé, je crois, l'image des restaurants qui ferment. Ça leur coûte moins cher de fermer que de rester ouverts. On en est là aujourd'hui. Des restaurants ferment parce que c'est ici déjà surtout les établissements asiatiques que j'ai rencontrés hier d'ailleurs. Ils sont directement impactés. Justement, ne plus aller au bistrot, ne plus aller au resto, ça c'est l'essence aussi de la vie parisienne, la vie sociale parisienne. On est allé demander à des Parisiens ici de comment ils vivaient ce coronavirus, si ça les empêchait de se rendre dans ces lieux de fête habituels à Paris. On les écoute. Je fais beaucoup plus attention, c'est-à-dire que je me lave beaucoup plus les mains, je sors un peu moins quand même. Au niveau des transports en commun, je fais attention de ne pas trop me coller aux personnes parce que on ne sait jamais. Et on connaît les risques, du coup c'est vrai qu'on a tendance à beaucoup moins sortir. Et de là à ne plus vivre, non, je vais pas ne plus vivre à cause du coronavirus. Alors Marcel Bénézé, c'est encourageant d'entendre que certaines personnes ont décidé de ne pas s'interdire de sortir, mais tout de même, cette jeune fille, elle l'a dit, elle sort moins que d'habitude. Mais je pense qu'il faut continuer à sortir, il faut faire des gestes préventifs, c'est-à-dire se laver les mains fréquemment, il ne faut pas hésiter, d'éternuer effectivement, comme le disait notre ami médecin, de d'éternuer dans le bras, de ne pas tousser sur quelqu'un. Donc aujourd'hui, c'est la prévention qui va nous sauver. C'est pas en restant à sa maison. Au contraire, il faut sortir. Moi, hier, je suis revenu de Châtelet à pied jusqu'à la gare de l'Est, et j'ai vu que
que les cafés avaient du monde quand même aussi, en extérieur. Alors nos terrasses qui ont été très critiquées, justement, maintenant elles retrouvent un attrait. Sont prisées, nos terrasses sont prisées, bon en ce moment. oui, sans chauffage en plus. Donc heureusement qu'on a nos terrasses, parce que c'est effectivement, moi je suis très inquiet pour la profession, très inquiet. J'ai une question qui me vient en tête, professeur Pialou. On a entendu dire que la chaleur, justement parce qu'on parlait des terrasses, que la chaleur aurait un effet sur cette maladie. Est-ce que c'est vrai que d'ici les beaux jours, au printemps, à l'été, la maladie pourrait disparaître ? Alors, le virus est sensible à la chaleur, mais c'est des chaleurs au-dessus de 56 degrés. D'accord, c'est pas sous nos latitudes a priori. Même malgré qui circulent, il y a le réchauffement climatique, toute la journée. Je vous en passe, j'ai fait une liste, etc. Donc c'est bien de le savoir. Oui, c'est bien de le savoir. C'est pas la chaleur qui va tuer le virus, premièrement. Deuxièmement, l'idée, mais c'était dit même par Donald Trump, donc qui sait si ça circule, mais c'est peut-être pas une référence, c'est que l'été allait aménuire un peu tout ça. En fait, c'est faux. C'est faux, pourquoi ? Parce que le virus circule déjà dans l'hémisphère sud. Alors évidemment pas avec la même ampleur que l'hémisphère nord, premièrement. Et deuxièmement, dans les coronavirus, on parle que du SRAS, mais de 2003, mais on oublie le MERS, qui est celui qui circule au Moyen-Orient. Donc il est très habitué à la chaleur. Donc on sait que ces coronavirus peuvent circuler parce qu'il est circulant autour de l'Arabie Saoudite, etc., de ces pays-là, de manière modérée, puisqu'il y a eu 3000 cas en cumulé depuis 2013. Mais donc voilà, l'idée de miser sur l'arrivée de l'été, on oublie. Donc a priori, cette difficulté pourrait encore perdurer quelques mois pour les commerçants, pour les hôteliers, les restaurateurs de notre secteur. Comment est-ce que, justement, ils comptent s'en sortir ? Vous avez évoqué un certain nombre de demandes déjà tout à l'heure. Alors nous, c'est l'annulation, parce qu'on a été reçus, bien sûr, à Bercy avec Monsieur le maire. Donc ce qu'on demande, c'est l'annulation. C'est pas des reports. Des reports, on n'en veut plus. C'est l'annulation. Il y a le 15, il y a les taxes, il y a la TVA à payer. Le 15, il y a les taxes, les charges sociales. C'est l'annulation de ces charges. Et le 19, il y a la TVA. C'est l'annulation déjà de ces deux lignes. Je pense que déjà, ça donnera de l'oxygène. Quel rapport justement vous avez avec le ministre de l'économie et des finances ? Vous voyez régulièrement pour en discuter ? Je vois régulièrement, mais je sors de là, je sors pas pleinement satisfait. On a l'impression d'être un petit peu rassuré, mais on l'est pas du tout, parce que j'ai connu les gilets jaunes, j'ai connu tant de crises, et les résultats, vous savez, n'ont pas toujours été au rendez-vous. Heureusement le Français a une résilience extraordinaire, et que je sais que si demain on trouve une solution, ça repartira très vite. Mais je pense qu'on est quand même quand je dis il faut compter au moins déjà 3 mois pour qu'on ait quand même, je pense que d'ici 3 mois, on n'aura pas de résultat. Mais si demain on trouve le médicament pour soigner cette maladie, tout repart tout de suite. Mais il faut tenir ces 3 mois. Et pour les tenir, il faut aller sur des annulations de charges, mettre faire un apport de solidarité aux entreprises pour maintenir nos salariés dans l'entreprise. Parce que si on les licencie, si la boîte ferme, c'est la révolution. Donc il faut des aides de l'État, ce sont des aides financières. Je disais, c'est un plan Marshall que je parlais. Nous allons nous retrouver dans une situation dans un mois, je pense, comme après la dernière guerre. Moi, je le dis franchement. Il y a déjà, pas dans votre secteur, mais de façon générale, il y a déjà 2000 entreprises qui sont en chômage technique. Donc les répercussions sont déjà très concrètes aujourd'hui. Alors ça, c'est dans le domaine de la restauration, de l'hôtellerie notamment. Il y a aussi, on parlait ces annulations d'événements au sens large et les événements sportifs. Par exemple, des événements en plein air. On a reporté le semi-marathon, le marathon de Paris également. Est-ce que c'est utile on a du mal à comprendre que dans des événements qui sont en plein air, qui ne sont donc pas confinés, on puisse aussi être en contact avec cette maladie. Alors, sur les matchs de football, on comprend bien. Il suffit de regarder les images au ralenti pour comprendre qu'effectivement, il y a une promiscuité, des contacts répétés, proches, etc. Donc, sur les matchs de foot, ça n'empêche pas certains de gagner, donc c'est déjà une bonne nouvelle. Sur le plan du marathon, je pense qu'il y a tout l'aspect préparatif, c'est-à-dire que quand je suis pas spécialiste sportif, mais quand vous avez une préparation, vous avez un confinement. Vous avez un confinement, vous avez l'attente, vous avez l'arrivée, il y a les sas au départ de la course. Donc il y a une espèce de... Voilà, sincèrement, on vous a accusé, pas vous personnellement, les télés d'en faire trop et les politiques d'en faire trop. Je crois que là, on est dans une période où on a surtout envie que les politiques n'en fassent pas assez. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc on a changé de braquet par rapport à l'inquiétude, nous, en tant que soignants. C'est-à-dire que donc des mesures de précaution qui peuvent être un peu excessives, c'est pas grave. C'est pas grave.
Faut oublier l'histoire des vaccins qu'on avait achetés en trop. Là, franchement, si on achète des masques en trop, c'est pas grave. Merci à vous, Capitale 2020 spécial coronavirus. C'est donc fini pour ce soir. Merci à nos invités sur ce plateau. Stéphane Rosès, je le rappelle, enseignant à Sciences Po et HEC Paris, président de CAP, Conseil Analyse et Perspective. Merci à Marcel Bénézé, président au GNI, le Groupement National des Indépendants de la branche des cafés, bars, brasseries, hôtels, restauration. Et merci à vous, professeur Gilles Pialou, chef du service de maladies infectieuses à l'hôpital AP-HP Tenon, dans le 20e arrondissement de la capitale. Vous restez évidemment sur BFM Paris tout de suite pour retrouver Tanguy Delanlay. C'est l'heure de Bonsoir Paris. À bientôt.